Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire le bilan de la saison des Français. On va faire ça en deux parties parce que nous avons beaucoup de représentants en NBA. Pour m'aider dans cette tâche, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. On est la nation la plus représentante en NBA, tu penses ? Oui, hein. De loin. Après, la nation hors États-Unis, oui, je pense, oui. Ouais, voilà, ouais. Le Canada, non, je pense pas. Je pense qu'on est les plus nombreux. Ah, hein. ils doivent être deuxième, les Canadiens, donc ouais, non, je pense qu'effectivement, le plus gros contingent de joueurs étrangers est bien français. Oh là là, cocorico. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Et bon courage à Fred Photo pour faire les choix pour l'équipe de France. Je pensais à ça en préparant cette émission, donc qui sera découpée en deux. Là, on va faire une première partie. On est une 9-10 joueurs aujourd'hui et il y aura 9-10 joueurs vendredi matin. Voilà. Donc, Fred Photo pour faire cette équipe de France, ça va être drôle. Il va bien s'arracher les cheveux, je pense. Tu m'étonnes. Je voudrais faire juste un petit pas de côté, juste pour vous, juste pour parler de la draft, du tanking, des solutions qui ont été présentées par Adam Silver, et mon Dieu que c'est décevant. Mon Dieu que ça a été très décevant, la présentation qui a été faite. Encore une fois, il n'y a aucune mesure qui est prise pour pour pousser les équipes à gagner. Il y avait cette espèce de plan qui disait qu'à partir d'une certaine date, il y avait, si tu remportais des matchs, si tu essayais de gagner pour te placer pour la draft, moi, ça me semblait être une très bonne solution. C'est pas du tout ce qui a été retenu. Alors, il y a ce truc avec prendre le record des 2 ans, baisser il y a la volonté de baisser donc les probabilités pour les pires records de choper le premier pick de draft. Tout ce qui a été présenté pour moi, quand on entendait Adam Silver qui disait ça va être, on va frapper un grand coup, on va complètement révolutionner le truc. Désolé Adam, mais je suis extrêmement déçu et j'ai des gros doutes sur la capacité à travers ces mesures. Alors, de changer quoi que ce soit au tanking et ainsi de suite. Comme on l'a déjà dit, toi et moi, dans le dernier épisode, je crois que c'était ça. Ça ne changera pas le fait que tu as des front office qui ne sont pas assez compétents pour identifier des talents, pour faire les bons choix. Donc voilà, ça ne changera pas. C'est pareil, il y a des talents partout dans la draft. C'est pas toujours, les talents ne sont pas concentrés sur les 5 ou les 10 premiers picks de draft. Loin de là, tu as des joueurs qui aujourd'hui sont en train qui sont considérés comme les meilleurs joueurs, qui n'ont pas du tout été sélectionnés dans ces positions-là. Donc tout ça, pour moi, c'est quand même, pardon de le dire, mais c'est quand même du gros bullshit et je vois pas ce que ça va régler du tout. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je suis bien d'accord, hein, mais de toute façon, est-ce qu'on s'y attendait pas un peu ? Enfin, tu vois, Si, mais bon, voilà. ça me fait marrer les effets d'annonce en permanence en NBA, à dire ouais, machin, on va s'atteler au truc et on va changer, on va vraiment faire des bonnes propositions. Tu as une proposition qui est à peu près potable dans leur histoire. On n'est même pas sûr que c'est ça qui va être sélectionné. Franchement, j'ai des gros doutes sur la pertinence de tout ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, on en revient toujours à ce qu'on évoquait les dernières fois où on en a parlé, en fait, à quel point est-ce que tu vas créer des nouveaux problèmes. Parce que là, tu vois, typiquement, il y a une expansion qui va arriver. On sait très bien que les nouvelles franchises, elles vont galérer au début. Mais donc ces franchises-là aussi, elles vont être concernées par le fait de, par exemple, plus pouvoir obtenir un top 4, un choix top 4 2 années consécutives. Ce serait dur pour eux, quoi. Ce serait un peu injuste, en fait, tu vois. Genre, enfin, bon, écoute, Et puis là, tu rajoutes les équipes du play-in. Tu donnes, dans certains cas, un certain nombre d'équipes qui ont vraiment fini au fin fond du classement. Tu leur donnes une même probabilité de remporter le premier pick de draft. Je ne vois pas, hormis le fait que les probabilités baissent pour les pires équipes, donc pour les pires élèves, je ne vois pas ce que ça change, quoi qu'il arrive. Non, c'est ça. Et puis Tous ces systèmes-là récompenseront, quoi qu'il arrive, les équipes qui perdent. Oui, c'est ça. Et en plus, en fait, il y a aussi un côté, tu vois, par exemple, la proposition sur le fait que tu puisses pas choisir dans le top 4 si tu as participé au final de conférence l'année dernière. En fait, tu vois, quand
si t'es une équipe comme Indiana, là, ça veut dire quoi, en fait? Enfin, en fait, Hmm. Indiana, ils ont quand même pas choisi d'avoir Haliburton qui se pète, tu vois. Genre, c'est pas comme si aujourd'hui, la saison qu'ils vivent, c'était un choix assumé de leur part, tu vois. C'est pas du, Hmm. en fait, enfin, Tout à fait. ouais, je T'as suis des d'accord équipes, je suis avec toi. désolé, t'as des équipes qui perdent aujourd'hui en NBA, c'est pas parce qu'elles sont en train de faire un tanking absolument honteux, c'est parce qu'elles sont mauvaises, point barre. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tu peux être mauvais quand même en NBA, non? Mais enfin, non, mais oui, oui, oui. Et en fait, globalement, si tu prends enfin, les deux dernières équipes de chaque conférence, là, est-ce que vraiment, dans la situation de ces franchises, tu pouvais vraiment faire une meilleure saison? Et en fait, qu'est-ce que ça change quelque part, tu vois, pour les Wizards, par Mhm. exemple, de faire une saison à 17, 18, 19 victoires, ou alors de faire une saison à 23, 24, 25 victoires? Honnêtement, qu'est-ce que ça Exactement. change? Ça ne change absolument rien. Ils ont rien à gagner à avoir ces 6, 7, 8 victoires supplémentaires. Par contre, ça peut complètement changer leur destin à moyen terme, parce qu'aujourd'hui, la draft, c'est vital pour eux. En fait, la draft, ta position dans la draft, ça te permet de choisir avant les autres équipes et éventuellement, voilà, ces talents qui sont considérés comme des talents qui bouleversent absolument le destin d'une franchise. On sait d'expérience que ces joueurs-là sont quand même, ils sont pas nombreux en fait. Les premiers pics de draft qui ont totalement bouleversé le destin d'une franchise. On va en parler d'un aujourd'hui en la personne de Victor Wembanyama, mais même Anthony Davis, qui quand il arrive en NBA, était présenté comme un joueur absolument incontournable qu'allait bouleverser l'équilibre de la ligue, bah non. Oui, Zion Williamson, pareil, non, oui, bah, pas du tout. rappelle-toi la draft 2016. La draft 2016, à l'époque, c'est pareil. On nous expliquait que c'était la draft du siècle, que ça allait tout révolutionner. Bon, bah, Complètement. le top 3, c'est Markel Fultz, Lonzo Ball et Jason Tatum, les gars. Dans les trois, il y en a qu'un seul qui existe encore aujourd'hui en NBA. Enfin, tu vois, on sait très bien que c'est pas du tout une science exacte, la draft. Bon, ouais, voilà, écoute, je suis d'accord avec toi. On est vraiment dans les effets d'annonce et écoute, on verra bien quelles solutions sont choisies, mais je vois pas en quoi ça changera quoi que ce soit, ni Moi, je sur le maintiens, tanking, ni sur quoi que ce soit. ouais. Je maintiens que toute cette histoire, il y a d'autres, pour moi, il y a d'autres intérêts derrière, et c'est pour moi une façon de rassurer et les diffuseurs et les sponsors, notamment les plateformes de paris sportifs, pour dire on va faire en sorte d'arrêter que les matchs soient caviardés parce que telle et telle équipe ont envie de choper un meilleur placement. C'est pas, il y a aucune des trois propositions qui change ça, Non, aucune. non, non, tout à fait. Et t'empêcheras pas les Kings de pas savoir ce qu'ils font. Et c'est voilà, ça ne changera pas. Bref, Absolument. ça Et me, juste, ça m'énerve. petit erratum, j'ai dit 2016, c'était 2017, Fultz, Ball, Tatum et tout. Ah, tu es pardonné, Charlie. Euh, Et en plus, t'as corrigé dans les temps. j'ai Donc, vraiment une mémoire catastrophique. mais non, c'était il y a 10 ans, ça va. 10 ans, c'est pas facile de se souvenir de ce qui s'est passé. Ouais, le coup de vieux que tu viens de me mettre là. Ouais, moi, j'ai terminé avec ça. J'ai terminé de me dire, oh là là. Moi, non, dans les années 90, tout ça, moi, je commençais déjà à suivre la NBA. Donc j'ai passé la date de me dire. J'ai cru que j'ai passé la date de péremption. Oui, 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 aussi, carrément, ça y est, moi, je suis en train de décrépir. Euh, on, va, on va faire notre tour des Français. On va commencer bien évidemment par Victor Wembanyama. J'avoue que j'ai pas trop compris le débat et les polémiques qu'il y a eu récemment autour de lui. Ça agite les réseaux ces derniers jours. J'ai vu pas mal de comptes dire qu'il allait, qu'ils allaient le soutenir malgré les critiques de certains à propos du débat sur le MVP qui décidément déchaîne les passions. Aujourd'hui, tu peux pas avoir un débat serein autour du MVP. Il faut forcément ensuite s'invectiver, s'insulter et dire que ton avis, ça ne vaut rien et que toi, tu as raison par contre. Ouais, je vais même te dire, tu peux pas avoir un débat serein tout court en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, Quel que soit le sujet, c'est systématique. Moi, personnellement, je trouve que Victor Wembanyama a plutôt raison de se considérer comme légitime parce qu'il l'est factuellement. Il est tout à fait légitime pour rentrer dans ce débat-là. Son équipe possède le meilleur record
de toute la NBA depuis un moment maintenant. Depuis février, je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite, depuis le 1er février. Ça fait, enfin, ils sont tout à fait en tête de la ligue depuis un moment. Il n'y a que le Thunder qui est devant eux aujourd'hui au classement. Les Thunder, donc ils ont gagné contre Détroit la nuit dernière. Donc, ils ont 2,5 matchs d'avance sur les Spurs, mais les Spurs ont encore l'opportunité de s'emparer de la première place. On ne sait pas ce qui va advenir d'ici la fin de saison. Si les Lakers font le boulot et qu'ils gagnent les 2 matchs qu'il leur reste face au Thunder, c'est possible, Charlie, Oula, c'est oula, possible. oula. Vous avez votre rôle à jouer. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est que qui imaginait réellement cette équipe des Spurs au niveau affiché aujourd'hui en début de saison? Je pense que même les plus enthousiastes se frottent les yeux tant San Antonio paraît crédible dans la peau d'un contender. Et pourquoi ils sont contenders? Parce que Victor Wembanyama est un joueur hors norme, on l'a dit et répété. Il n'est pas parfait. Il a des points faibles, comme n'importe quel joueur, j'ai l'impression, en NBA. Mais son impact sur le terrain à 22 ans, c'est sa 3e année dans la ligue. C'est quand même absolument renversant. Défensivement, on le sait tous que l'impact qu'il a. Offensivement, on a bien vu qu'il y a une hausse de son efficacité. Dans la distribution du ballon, il y a plein de choses qu'il fait bien. Il s'est rapproché du cercle, il arrive toujours à planter ses tirs au large. Et c'est crucial dans tout ce que font les Spurs. Tout est construit autour de lui aujourd'hui quand il est sur le terrain. Alors, si les Spurs parvenaient, par je ne sais quel miracle, à arracher la première place de la NBA, je ne vois pas ce qui empêcherait Victor Wembanyama de remporter son titre de MVP. En tout cas, je ne vois pas où est le scandale s'il s'empare de cette première place. Il cocherait toutes les cases individuelles, plus le record collectif. J'ai l'impression que c'est les arguments qui ont été utilisés l'an dernier pour donner le trophée à Shai Gilgeous-Alexander. S'ils parviennent les Spurs à doubler le Thunder, personnellement, le cas de Victor Wembanyama est absolument solide, en béton armé, à mes yeux. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de cette 3e saison de Victor Wembanyama, enfin, j'ai ma petite idée, Charlie, et de la saison des Spurs en général. Mais très franchement, on a cette pépite, les gens s'écharpent, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui disent on va le soutenir, machin, tout ça, que vous le vouliez ou non. Je ne comprends pas tout ça. On a ce mec et il est absolument époustouflant. Il y a pas d'autre mot à dire. Oui, bah déjà, effectivement, commencer ce tour d'horizon des Français par Wembanyama, c'est l'évidence, hein, c'est celui dont on a le plus parlé, mais c'est pour une très bonne raison. Ce mec-là est candidat MVP, que ça plaise ou non, il fait une saison qui est exceptionnelle, il emmène tous les Spurs dans son sillage. Il est tellement fort, enfin, cette équipe est tellement cohérente dans sa construction autour de lui qu'évidemment, on se prend à rêver d'un exploit possible en playoff, et pourtant, tu sais bien à quel point moi j'étais dubitatif, enfin, je reste dubitatif là-dessus. Pour moi, ce manque d'expérience, il est rédhibitoire, mais en même temps, l'équipe est tellement fascinante et lui, il est tellement monstrueux que forcément, c'est humain de commencer à y croire. Et franchement, il faut mesurer à quel point c'est dingue. Wembanyama, il vient d'avoir 22 ans, il est dans sa 3e saison, c'est déjà le joueur le plus impactant de la ligue des 2 côtés du parquet. C'est absolument hallucinant et franchement, on en est qu'au début de sa carrière. Si on a la chance d'avoir un Wembanyama qui reste en forme tout au long de sa carrière sportive, qui évite les blessures et les autres obstacles, il peut réellement marquer l'histoire de la ligue. Alors oui, effectivement, c'est cette polémique, je la comprends pas. Visiblement, certains trouvent que les médias le mettent trop en avant, et notamment en France, mais Ils c'est sont trop insensé. élogieux, je crois que c'est ça, non? C'est pas Mais ça oui, l'histoire? c'est ça. Je comprends pas. Cette Je espèce de comprends pas le reproche de délire. chauvinisme. En fait, ce qu'il fait aujourd'hui en NBA, c'est exceptionnel. Il a que 22 ans. Ses pairs le considèrent d'ores et déjà comme un problème insoluble qu'ils vont devoir subir pendant de nombreuses années. Il est français. Enfin, en fait, je vois pas comment on pourrait, en tant que Français parlant de basket, faire les difficiles devant un tel phénomène. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu un joueur français qui est en position de remporter le MVP. Alors, j'ai vu des gens dire ah oui, mais si Tony Parker, il était dans le classement. Non, Tony Parker, il a jamais été candidat au MVP. Oui, il y a eu des saisons où il a eu des votes, il a terminé top 5, 6, 7, un truc comme ça. Ça n'a jamais été un vrai candidat pour le MVP. Il a reçu des votes très loin des favoris. C'est fou. C'est fou de bouder son plaisir devant un joueur comme Victor Wembanyama. Je comprends pas
à quel point il faut être pisse-froid pour faire ça. Vraiment, franchement, je suis halluciné. Je sais pas si c'est un truc très français, parce que moi, j'ai Je quand sais même pas. l'impression que les autres pays, tu vois, quand ils ont un représentant qui captive à ce point-là l'attention, qui fascine à ce point-là, qui est à ce point-là encensé par ses adversaires, j'ai pas l'impression qu'il y a un peu ce réflexe de dire ah non mais arrêtez, vous en faites trop, bande de chauvins et tout. Les gars, encore heureux qu'on en fait trop. Je veux dire, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis la NBA, ça fait plus de 20 ans que j'attends qu'on ait un Français qui domine en NBA, et bah voilà, là on l'a, je suis plutôt content, quoi. Après, je me demande à quelle proportion des fans représentent ces gens-là. Il y C'est a une bonne aussi, j'ai question. l'impression, certains qui, enfin, pas forcément qui font du trolling, mais qui ont envie de faire ce que les réseaux sociaux font, c'est-à-dire créer de l'engagement. Donc, tu dis des choses provocantes pour essayer de créer voilà, générer des émotions chez les gens, même si c'est négatif ou je ne sais quoi, peu importe au final. Pour moi, ça n'a strictement aucune importance. Les gens ont bien le droit de bouder leur plaisir s'ils ont envie. Écoute, Mais hein, tout à on, fait. Mais on va pas laissez-nous, les nous, prendre en par le col et profiter. les obliger. Voilà, mais laissez-nous kiffer, quoi. Je sais pas. Et puis, et très sincèrement, Wembanyama, on était là quand il est entré dans la ligue. Je sais pas si on se souvient bien du truc, mais on était là à dire ouais, Tu te attention, rappelles, on pondérait les attentes, on était ouais, là, imaginez la pression qu'il y a sur ses c'est épaules. ça. Il en a rien à Faut y péter. aller doucement. Ce qu'on lui demande, c'est énorme. Patati patata. Rendez-vous compte. Il en a rien Il à va falloir foutre, le laisser mec. le temps. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est dans sa 3e année, sachant que l'an dernier, il a eu son problème, il a eu son problème de caillot sanguin Il a qui joué a même donc, pas 50 matchs. voilà, qui a fortement écourté sa saison et on a eu peur pour sa carrière. Putain, mais faut kiffer, les gars. Faut kiffer ce truc. C'est absolument génial. Et on a le droit de critiquer Victor Wembanyama. Personne ne vous interdit de critiquer Victor Wembanyama. Des fois, il voit pas la passe. Des fois, il prend trop de tirs extérieurs. Ah, Tout mais ce que vous encore voulez. heureux, Il y a plein de choses sur lesquelles on peut critiquer, comme n'importe quel joueur. Tous les joueurs en NBA sont critiquables d'une certaine manière sur leur jeu. Cependant, ceci étant dit, quand Victor Wembanyama est sur le terrain, ils ont l'équivalent de la meilleure défense de la ligue et de loin 5 points de mieux que la meilleure défense qui appartient au Thunder. Quand il est sur le terrain, ils ont l'équivalent de la 6e meilleure attaque de la ligue. Quand il est sur le terrain, il y a un on-off, le net rating, la différence entre production offensive et défensive est le plus élevé de toute la ligue. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et voilà, c'est tout, c'est comme ça, quoi. Non, et puis, Et cette équipe de San Antonio, où je rappelle, Stephen Castle est dans sa deuxième année, Dylan Harper est dans sa première année. Heureusement, De'Aaron Fox est là, parce que je pense qu'il fait beaucoup de bien, et ça passe un peu sous le radar, mais je continuerai de défendre le choix de faire venir De'Aaron Fox, qui pour moi porte ses fruits largement cette saison. Et tous les autres joueurs de cette équipe. Je veux dire, aujourd'hui, les Spurs est une équipe tout à fait crédible. En tout cas, tous les chiffres montrent qu'ils sont à prendre très au sérieux. La seule chose qui vont contre le fait qu'ils soient définitivement favoris, dirons-nous, c'est le manque d'expérience. Ils n'ont aucune expérience quasiment dans cet effectif. Il y a 2-3 briscards qui sont là, qui ont vécu Cornet et Harrison Barnes, mais sinon, il n'y a pas grand monde qui a fait des playoffs, quoi. Même De'Aaron Fox, il a fait une série de playoffs dans ouais. sa carrière. Donc Non, mais voilà, aujourd'hui, cette équipe des Spurs, elle est clairement installée. Ils ont battu 4 fois le Thunder sur 5 rencontres. Il y a un moment, il faut les prendre au sérieux, les Spurs, point, quoi. Et Victor Wembanyama, encore une fois, est absolument central dans toute cette histoire. Et ce qu'il nous sort depuis plusieurs semaines maintenant, je veux dire, comment vous voulez regarder ça et dire ouais, mais non, attends, carrément pas, il est carrément pas MVP, il n'y a pas moyen, ça n'existe pas. Bah si, si, je suis désolé, non, mais en ça plus, existe tout à fait, quoi. à un moment, il faut quand même aussi être un peu sélectif dans les arguments. Là, je suis désolé, mais moi, j'ai lu des trucs, là. J'ai lu des mecs dire un MVP qui marque 24 points par match, mais sérieusement, en fait, la seule analyse, c'est le box score, quoi. C'est de la folie. Ou le nombre de minutes par match aussi, j'ai Mais vu oui, ça.
Mais justement, le nombre de minutes par match par rapport à sa production et à ce qu'il apporte, c'est de la folie. Le mec, il est Mais d'une oui, efficacité hallucinante en termes de PER. Il est au niveau des Jokic, des Shai Gilgeous-Alexander, des Kawhi Leonard, des Giannis. Il est élite dans absolument tous les chiffres, dans absolument tout ce qu'il fait. Alors qu'on vient de me dire, bah non, il est pas MVP parce qu'il met 24 points par match. Non, sérieux, ça suffit. Ça suffit, franchement, ça suffit, quoi. écoute, de toute façon, le meilleur endroit pour faire mentir ses détracteurs, c'est sur le terrain. Lui, j'ai l'impression qu'il est très bien dans sa tête, il a confiance en lui, ça fait plaisir de voir Ouais, ça parce il que est c'est bien sur le terrain exactement. aussi, t'inquiète, hein. Oui, enfin voilà, il est. Je me fais aucun souci pour ce jeune homme qui est vraiment un talent à part, quoi. Je veux dire, qui pourrait être belge ou je ne sais, ou luxembourgeois, ça serait la même chose. Ça reste un talent absolument inouï. Et encore une fois, je comprends bien, certains, je pense, sont agacés qu'on en fasse. Ils ont peut-être l'impression qu'on en fait des caisses. Tu vois? Ouais, vas-y, inouï, carrément. Bah ouais. En fait, oui. Je suis Bah, bien désolé, sûr. oui. Mais bien sûr. C'est un joueur totalement hors catégorie. Je suis Et en désolé. plus, en fait, Il n'y a pas d'autre façon de le dire. moi je veux bien, mais en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui en font le plus sur Wembanyama, c'est pas nous, c'est ses adversaires, en fait. Quand t'entends des Draymond Green ou des mecs comme ça parler de lui, parler de ce qu'il fait sur le parquet, parler de son impact, parler de comment il rentre dans la tête des attaquants adverses, parler d'à quel Ouais. point il modifie les schémas des attaques adverses. Je veux dire, moi, je veux bien qu'on vous semble être chiant sur le cas Wembanyama, mais d'abord, préparez-vous les gars, parce que s'il n'y a pas de blessure, ça va durer Oh putain, je longtemps. prie, je prie, je prie, je prie, je Ah ouais, prie. pareil. Je prie tous les jours. Et en plus, rendez-vous compte qu'en fait, on ne se fait que le relais d'une opinion qui est dominante aujourd'hui en NBA auprès des joueurs, à savoir le joueur le plus problématique est Victor Wembanyama, c'est tout. C'est vrai, c'est vraiment des polémiques inutiles, quoi. Les réseaux sociaux savent quand même créer des polémiques qui C'est sont, fou, quoi. qui sont assez hallucinantes, Mais quoi. ouais, C'est drôle quelque part parce que tu te dis, mais on a vraiment que ça à faire de cracher sur un truc où personne vous empêche de dire, bah attendez, moi j'ai des choses à redire. Ok, vas-y, on t'écoute, oui, mais mais vous avez même le droit de pas balance aimer le par contre, joueur. balance des arguments crédibles, quoi. Ah là, exactement. Vous avez le droit de pas aimer le joueur, pas le droit de pas aimer son style de jeu, y a aucun souci. Par contre, Voilà, venir nous dire, ah bah non, il a mis que 24 points, ça suffit. voilà. Si ta démonstration implique que tu as une lecture quand même faisandée de sa production sur le terrain, bon, bah, désolé, quoi. C'est comme ça, quoi. Victor Wembanyama, j'ai hâte de voir les playoffs qu'ils vont faire les Spurs. C'est clairement une des campagnes de playoffs dont je suis pour laquelle je suis le plus impatient. Ouais, ouais, c'est une des plus intrigantes de ces dernières années, je suis d'accord. J'ai rarement été aussi impatient de voir une équipe, voir ce qu'elle va donner euh, sur le parquet, de voir à quel point cette franchise, comme elle est constituée actuellement. Et en fait, je compare beaucoup le parcours du Thunder et le parcours des Spurs, bien qu'il est très différent dans sa construction. Mais le Thunder, quand ils sont arrivés en playoff, on était tous là à dire bah, et voilà, l'expérience, tout ça. Et on a bien vu face à Dallas en 2024, ils se font éliminer, ça passe pas. Ils ont identifié des problématiques qu'ils ont corrigé la saison suivante et ils ont remporté le titre dans la foulée. Ouais. Les Spurs, je, je suis presque à croire qu'ils ont tout à fait les armes pour aller au bout. Maintenant, c'est mentalement. Mentalement, à quel point ils vont être mis en difficulté et à quel point, justement, à ce moment-là, ce manque d'expérience va être problématique. Puisque des fois, on a vu cette saison leur difficulté à fermer les rencontres, à terminer le match, à des fois avoir tendance à laisser des équipes revenir un peu trop près. Et si tu joues une équipe comme le Thunder ou d'autres équipes, hein, les Lakers avec Doncic ou les Nuggets qui ont l'expérience pour eux, si tu laisses des équipes comme ça rester au contact, Ouais. c'est là que tu peux te prendre une gifle à laquelle tu t'attendais pas, quoi. Et perdre un match que tu aurais probablement dû gagner, qui va se révéler
hyper conséquent pour la suite de la série. Oui, c'est ça qui Donc peut être un match pivot dans la série. voilà. Ouais, bien sûr. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la réaction de cet effectif. Ceci étant dit, la cohésion de ce groupe, je ne sais pas si c'est une impression ou j'ai un point de vue biaisé, mais la cohésion de ce groupe me semble incroyable. J'ai l'impression que tout le monde connaît son rôle, tout le monde accepte son rôle. Comme le Thunder, c'est assez troublant de voir des joueurs aussi jeunes accepter de faire tous les sacrifices que certains font et de jouer leur rôle à la perfection, cette acceptation qu'ils ont de leur rôle au sein de l'effectif. Je trouve ça absolument fascinant. Je suis très intrigué par cette franchise. Ouais, non, mais je suis d'accord. Effectivement, on sent que c'est une équipe qui fonctionne très bien, qui est aussi très bien gérée. Et ça, c'est aussi le rôle du coaching staff. Hein. Tu vois, la Ouais. répartition des rôles, le fait que chacun sache ce qu'il doit faire, c'est vraiment le coaching staff qui est responsable de ça. Écoute, voilà, moi, c'est ce que je dis depuis plusieurs mois. C'est que pour moi, le chemin, il a été montré par OKC, en fait. C'est une première campagne de playoff où tu gagnes une série, où tu permets de comprendre ce qui te manque, d'identifier tes points faibles, et ensuite une intersaison bien gérée où tu combles tes points faibles avant d'être vraiment favori sur la saison d'après. S'ils gagnent du temps et que dès cette saison, ils arrivent à faire mieux et à défier les pronostics, personne va s'en plaindre. Mais bon, ça me semble toujours difficile à croire, mais bon, en même temps, je ne cesse d'être surpris avec Wembanyama et avec ces Spurs-là, donc ce serait pas la première fois que je me plante. Non, mais t'as absolument raison. Si on est raisonnable, les Spurs n'iront probablement pas en finale et ne vont pas gagner le titre cette saison. Après, tu vois, ils peuvent aussi faire mieux qu'OKC, dans le sens où ils peuvent aller jusqu'en finale de conférence, tu Bien vois. sûr. Si déjà ils vont jusqu'en finale de conférence pour leur première année en playoff, franchement, c'est dingue, c'est dingue. Hmm. Mais je pense que Victor Wembanyama est ce genre de joueur et pose ce genre de problème à toutes les équipes. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas de joueur comme lui. Il n'y a qu'à voir les réactions des adversaires sur le terrain quand il est là. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça et ça fait plus de 30 ans que je suis la NBA, quoi. Donc, euh, donc voilà. J'ai hâte de voir ça, franchement. On va enchaîner. Rudy Gobert, à 33 ans, reste un des joueurs les plus impactants de son sport. C'est une pièce indispensable de la défense des Wolves. Je sais, je vous apprends quelque chose. 11 points meilleurs dans ce domaine quand le pivot français est sur le terrain que quand il est en dehors. Quand il a été transféré là-bas pour plusieurs pics de draft, tout le monde a crié au scandale. Encore aujourd'hui, il y en a qui continuent de crier à ce propos, affirmant que jamais de la vie la valeur de ce joueur ne méritait une telle saignée de pics de draft. Ok, pourquoi pas. Mais n'empêche qu'avec lui dans l'effectif, et il n'est pas seul, hein, mais avec lui, notamment, ils ont atteint les finales de la conférence Ouest à 2 reprises, de 2 saisons consécutives, 2024-2025. Après 20 ans d'absence à ce niveau de la compétition et un grand total d'une qualification en play-off avant son arrivée, qui s'était soldée par une élimination au premier tour face à Memphis en 2022. Ceux qui écoutent le podcast, vous savez ce que je pense. Vous savez que je pense que Minnesota a atteint son plafond avec Rudy Gobert. Je l'ai assez dit comme ça. Mais jamais je ne traiterai ce joueur de fraude ou de scandale ou de je ne sais quelle horreur qu'on entend sur lui sur les réseaux sociaux. Ça m'a fait plaisir, on en a parlé très rapidement l'autre jour, de le voir sur tous les en boucle avec la vidéo de lui qui contre Kevin Durant dans la rencontre face aux Rockets il y a quelques jours de ça. Parce que ça a montré quoi? Ça a montré que parmi les joueurs qui défendent le plus les isolations, eh ben, Rudy Gobert est celui qui autorise le moins de points par tentative de toute la NBA. De toute la NBA. Voilà. Donc, grosso modo, c'est le meilleur défenseur en isolation. Donc, après, on peut faire des clips avec lui qui se fait punir par Voilà, Luka Doncic, merci. punir par je ne sais quel autre joueur, Steph Curry ou je sais pas quoi. Alors, déjà, Steph Curry et Luka Doncic, on parle de légende absolue de ce sport. Je pense pas que ça soit dramatique de se faire tourner en bourrique par des légendes absolues. Mais ce joueur, il y a un moment,
j'espère pour lui et j'espère pour nous en tant que fans français, on saura apprécier à sa juste valeur ses qualités de joueur et son statut de défenseur all-time de l'histoire de ce sport et de l'NBA. Ouais, alors je suis très content que tu mentionnes cette histoire de défense sur les ISO, parce qu'effectivement, il est beaucoup beaucoup plus solide qu'on veut nous le faire croire sur la défense en isolation. Ces dernières années, il a été si souvent moqué pour certaines séquences où il devait défendre des profils plus petits et plus véloces que lui en isolation, et notamment, tu l'as dit, Doncic, Steph Curry. Et effectivement, là, il y a cette stat qui est sortie il y a quelques jours qui explique que parmi les joueurs ayant défendu plus de 150 isolations cette saison, pardon, il est celui qui concède le moins de points par possession. C'est une stat qui est absolument remarquable quand on tient en compte, quand on prend en compte son profil physique et qu'on se rappelle d'effectivement toutes les critiques qu'il a mangées sur le sujet ces dernières années. On a beaucoup parlé ces derniers mois du fait que la présence de Wembanyama sur le parquet impacte le jeu offensif de ses adversaires, avec beaucoup moins de tentatives dans la raquette quand il est présent. C'est exactement la même chose avec Rudy Gobert. Je suis très content de voir son niveau actuel, parce que on l'a dit à l'époque, il a démarré la saison un petit peu plus difficilement. Et on s'est demandé, vu que son âge avance quand même, il a 33 ans, hein, Rudy Gobert, il va bientôt en avoir 34, il me semble. On s'est demandé si c'était pas un peu le début d'un vrai déclin. Et finalement, très vite, il a fait ce qu'il a toujours fait dans sa carrière, à savoir prouver à ses détracteurs qu'il reste l'un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue. Et aujourd'hui, pour moi, il est clairement de nouveau dans la discussion du meilleur défenseur de la saison, avec des mecs comme Wembanyama et Holmgren. T'as cité les chiffres, la défense des Wolves, elle est absolument dépendante de sa présence sur le parquet. Donc ouais, toujours un défenseur exceptionnel, toujours un mec extrêmement sous-estimé, très boudé par le grand public qui ne l'aime pas. Et ouais, j'entends tout à fait ce que tu dis quand tu expliques que les Wolves ont atteint un plafond et qu'il n'est pas forcément le profil le plus cohérent pour accompagner un mec comme Anthony Edwards. Mais franchement, le jour où il sera plus là, ou alors le jour où son impact défensif ne sera plus le même, ça va vraiment être très très compliqué pour cette équipe de compenser son apport, parce que c'est le jour et la nuit quand Rudy Gobert est sur le parquet, c'est un truc de fou. Quand tu fais 2 fois le Final Four, où tu avais plus mis les pieds depuis 20 ans en tant que franchise, il y a un moment où il faut quand même reconnaître, alors oui, c'est pas les finales NBA, c'est pas le titre, mais c'est extrêmement rare de gagner un titre. Oui, C'est ce que disent tous les joueurs qui gagnent un titre, et ils disent tous, on se rend pas compte de la difficulté absolue que c'est oui, d'arriver bien sûr. au bout du bout. Et Rudy Gobert, si tu es fan des Wolves, tout du moins, je vois pas aujourd'hui comment tu peux être fan des Timberwolves et te dire ah ben, on n'aurait jamais dû faire venir cette fraude dans notre équipe. Je Ah vois oui, pas non, ça comment c'est clair. tu peux dire un truc pareil. Pour moi, c'est inconcevable, dans le sens où 2 fois tu vas en finale de conférence et que ce mec-là joue un rôle déterminant dans l'histoire. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'est pas tout seul. Le basket, c'est un sport collectif, et tu as Anthony Edwards, tu as plein d'autres joueurs qui rentrent en ligne de compte, Jaden McDaniels, Julius Randle, il y a eu Karl Anthony Towns. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais Rudy Gobert tient un rôle prépondérant dans cette histoire. Et, euh, et le transfert qui a été réalisé par Minnesota, les résultats qu'ils obtiennent en régulière, le statut qui est le leur au sein de la Ligue aujourd'hui, le fait qu'encore au jeu cette saison, on les considère comme une équipe potentiellement capable d'aller au bout sur la base du talent d'Anthony Edwards, beaucoup, majoritairement même, bien évidemment. Mais c'est aussi parce que Rudy Gobert est sur la ligne défensive. Ouais, c'est aussi parce qu'on sait que sur un bon soir, quand les mecs décident de défendre le fer, bon courage pour scorer, quoi. Voilà. Et que quand tu as dans ton équipe Rudy Gobert à l'intérieur et sur le périmètre Jaden McDaniels et Anthony Edwards, bah t'es mieux que si t'as que Jaden McDaniels, Anthony Edwards et personne derrière, quoi. Ouais. Mais après, Très tu vois, clairement. moi Gobert, je comprends un truc. En fait, je comprends que son profil soit frustrant. En fait, je veux dire, la Oui, tout à fait. NBA, comme l'a malheureusement si bien dit Adam Absolument. Silver, c'est une ligue de highlight. Tu vois, c'est une ligue où l'attaque est très mise en avant. C'est une ligue où, voilà, c'est sûr que pour être populaire, t'as intérêt à avoir un certain bag, t'as intérêt à avoir quelques moves. C'est vrai que Gobert, offensivement, il peut être très frustrant. Il y a des matchs où, même au lancer franc, c'est parfois un peu la purge et tout. Ok, j'entends tout ça.
Mais Les réceptions des passes, il est horrible pour réceptionner voilà, des passes. Il a aucun move dans son jeu au poste. Il a l'air très maladroit, mal coordonné c'est ça. à certains moments. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont atteint un plafond. C'est parce que je pense que aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un joueur comme lui, aussi limité offensivement, malgré tout le crédit que je peux lui donner défensivement. C'est trop compliqué parce que les grosses écuries arrivent à exploiter ses faiblesses. Exactement, c'est ça. C'est qu'il a des faiblesses qui sont potentiellement vraiment rédhibitoires et que ça rend son jeu frustrant. J'entends tout à fait ça, j'ai aucun problème avec ça. Ça fait quasiment, ça doit faire quoi, bientôt 15 ans qu'il est en NBA et il y a Mm. certains domaines où on aurait pu espérer qu'il progresse. Même en équipe nationale, de temps en temps, on s'est dit, bon, quand même, ce serait cool que tu aies quelques moves en plus. J'entends tout ça, mais dans une ligue aussi compétitive que la NBA, être un des meilleurs de l'histoire dans un domaine aussi important que la défense, c'est pas un truc qu'on peut mépriser, c'est pas un truc qu'on peut banaliser. Rudy Ouais. Gobert est une légende de la ligue, c'est un des plus grands défenseurs de l'histoire de cette ligue. Voilà, à partir de là, je comprends qu'il soit frustrant, mais on peut pas mépriser ce que ce mec-là a fait. Ben Wallace, c'était une quiche offensive absolue. Aujourd'hui, tu as des adorateurs de Ben Wallace parce qu'il avait le style aussi avec sa Oui, coupe c'est ça, et afro, c'est sûr que ouais, en termes ses bandeaux et en que termes de style, il gagne la bataille avec Gobert, ça on peut sa, pas le nier. et sa finale avec Détroit face aux Lakers de Shaquille O'Neal en 2004, elle est absolument légendaire. C'était pas commun de voir un mec capable de défendre sur Shaquille O'Neal en 1 contre 1, comme il a été capable de le faire à ce moment-là. Mais, euh, mais Rudy Gobert, voilà, ça reste un joueur. Malgré ses faiblesses, c'est un joueur qui obtient des résultats. Je suis content que tu parles de l'équipe de France, parce que l'équipe de France, c'est pareil. On a commencé à construire véritablement notre palmarès récent parce qu'il y a eu Rudy Gobert qui est arrivé entre-temps, quoi. Avant qu'il arrive, c'était un peu la galère. Ouais, ouais, non mais ouais, c'est un joueur qui est vraiment... Et sa présence, le fait qu'il ait commencé à vraiment éclore et à devenir le joueur qu'il est devenu défensivement, en équipe de France, on l'a bien senti aussi, les résultats. On a fait 2 finales olympiques quand même. Est-ce que ce serait pas le joueur de sa génération où il y a le plus gros écart entre la manière avec laquelle il est perçu par les fans NBA en général et la marque qu'il va laisser dans la ligue? Ouais, ouais, peut-être. Ce serait intéressant Franchement, je crois d'établir que si, hein. Je vois pas de les joueur profils aussi de ces peu, joueurs. Ouais, ouais. tu vois, qui souffre d'un tel désamour en étant à ce point-là important dans l'histoire de la NBA, parce que, enfin, vraiment, Et puis il se fait martyriser par Draymond Green, par Shaquille O'Neal, par des mecs à qui on tend des micros, enfin qui ont des micros entre les mains en permanence et qui participent à cette campagne de, de- de sabotage de l'image de Rudy Gobert, quoi. Après, il y en a qui jugent Rudy Gobert aussi pour la personne qu'il est, pour sa vie privée ou ses idées politiques. Bon, oui, non, mais moi, c'est, tu vois, ça, je c'est suis un pas autre là, débat. Voilà. je suis pas là pour parler de ça Exactement. personnellement. On est vraiment là pour parler Euh, uniquement de son impact aujourd'hui en NBA, tu vois, de son impact sur le voilà. parquet. Je veux dire, ses idées politiques ou quoi, j'ai même pas envie j'ai même pas envie de commenter, j'ai même pas envie d'en parler, de me lancer là-dedans. Mais par contre, Ouais. sportivement, ouais, voilà, sportivement, c'est phénoménal. Sportivement parlant, c'est impossible de dénigrer ce gars-là. C'est impossible. Il n'y a aucun monde où tu peux vraiment dénigrer ce gars-là. Comme tout à l'heure, on parlait de Victor Wembanyama, Rudy Gobert a une liste assez longue de défauts et de choses qu'il ne sait pas bien faire. Et on vient de le dire d'ailleurs. Son impact reste quelque chose de très conséquent en NBA aujourd'hui. Tu peux pas avoir un joueur comme ça avec qui tu es 11 points meilleur défensivement grâce à lui. Ce gars-là est forcément indispensable à ton système. Ah, c'est et, clair, ouais. et il participe aussi à construire ton identité. C'est ça qu'on oublie aussi beaucoup avec Rudy Gobert, c'est que c'est un joueur qui construit, qui a permis à l'époque à Utah et depuis quelques saisons maintenant à Minnesota, c'est un joueur devient rapidement le pilier de ton identité collective, que tu le veuilles ou non. Et Rudy Gobert, aujourd'hui, les Wolves voilà, sont réputés pour être une équipe qui défensivement tient la marée.
Ils ont quoi? Ils sont cinquième en rating défensif cette saison. Rudy Gobert a largement sa part de responsabilité là-dedans. Tu enlèves Rudy Gobert, tu enlèves totalement Rudy Gobert de cette équation. Les Wolves ne font pas du tout pas du tout les mêmes résultats en termes d'efficacité défensive, Ah, c'est c'est sûr. clair, ça c'est clair. Donc, on va parler vite fait de Johan Béranger, si tu veux bien, puisqu'il est aux Wolves et j'ai décidé de les regrouper tous les deux. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Il a joué pas mal en G-League. Ce qui est marrant, c'est que si tu regardes ses stats NBA ramenées à 36 minutes, c'est à peu près les stats qu'il a en G-League, c'est-à-dire à peu près 15 points et 10 rebonds de moyenne. En G-League, il a joué une dizaine de matchs. Il a 19 ans, la marge de progression, elle est énorme. Moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on a vu Chris Finch lui faire confiance à plusieurs occasions cette saison dans la rotation. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, Johan Béranger, mais quand tu l'écoutes parler, tu vois que lui perçoit sa progression, clairement. Le fait qu'il y ait Rudy Gobert dans cette équipe, qui soit capable un petit peu de le guider dans le début de sa carrière, je pense que c'est très rassurant et c'est une très bonne chose pour Béranger. Donc, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière, ce jeune homme. Et je pense qu'effectivement, la présence de Gobert à ses côtés, surtout sur un profil comme le sien, Oui. est ultra bénéfique pour lui. Ouais, bah c'est ça, il a eu assez peu d'occasions de se montrer, on va pas se mentir, hein, même si son nombre de matchs joués est trompeur, il y a eu beaucoup de matchs à 2-3 minutes de temps de jeu dans du garbage time, c'est difficile de trouver du rythme dans cette situation, mais voilà, c'est pas très étonnant, il est jeune, il a besoin de se développer physiquement notamment, et quand il a eu des opportunités, et par opportunité je veux dire des matchs avec du vrai temps de jeu, il a montré des choses intéressantes dans sa capacité à peser dans la bataille pour le rebond, dans sa capacité à défendre la raquette. Il a montré aussi deux trois choses offensivement. Donc il a eu des moments où il a vraiment intégré la rotation, notamment en janvier. Hein. En janvier, il y a eu quelques périodes où il jouait quand même pas mal. Euh, Moi, ouais, j'avoue que j'ai assez hâte de voir la suite. Je suis assez confiant quant à sa capacité à s'installer en NBA dans les années à venir. Il a l'air d'avoir la bonne mentalité. Son éthique de travail, notamment, a été beaucoup louée cette saison, et notamment par Anthony Edwards, qui l'a félicité par ça, qui a expliqué que c'était un des jeunes les plus bosseurs qu'il ait vu, qui voulait travailler avec lui, qui voulait le prendre sur des 1 contre 1 et tout. Si Anthony Edwards prend ce mec-là sous son aile, c'est forcément positif. Et ouais, à chaque fois qu'il a été envoyé en G-League, visiblement, il a été bon. Hein. Je vais pas dire que j'ai regardé les matchs, hein. J'ai regardé quelques résumés, mais voilà, c'est positif pour lui de pouvoir enchaîner, même en G-League, de pouvoir montrer qu'il a des qualités et de pouvoir faire progresser son jeu. Donc ouais, hâte de voir la suite. Complètement. Nicolas Batum, 37 ans, une longévité qui impose le respect en NBA. Faire la carrière que fait Nicolas Batum, c'est une exception, c'est pas la règle. Les amis, ne vous voilez pas la face. Faire autant d'années que ce qu'il nous fait, Nico, c'est La légende. exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel. Il est devenu, au fil du temps, un élément clé à avoir sur son banc. Il l'a prouvé aux Clippers, où sa carrière a rebondi après un passage difficile à Charlotte. D'ailleurs, il s'est exprimé sur sa période aux Hornets récemment là, et c'était très touchant ce qu'il raconte, les difficultés qu'il a rencontrées, tout ça. C'était très intéressant. Il a eu ce passage aux Sixers où il a confirmé que voilà, c'était pas forcément une question de situation, mais c'était aussi ses qualités de joueur, cette capacité d'être le glue guy parfait, le gars qui donne une cohérence à un collectif, que ce soit sur le banc ou sur le terrain. On sent le poids de l'expérience et son intelligence de jeu. Et je pense que Tyronn Lue sait qu'il peut compter sur Nicolas Batum à n'importe quel moment. La carrière qu'il est en train d'avoir là, et qui se termine potentiellement aux Clippers, moi je la trouve magnifique, cette carrière de Batum. Cette saison, bah voilà, il nous a fait Nico Batum, quoi. L'huile dans les rouages, toujours présent quand on a besoin de lui. Il sait défendre, il prend les tirs quand il faut, il fait les bonnes passes, il joue en rythme. C'est le métier, Nico Batum, et c'est un plaisir de continuer de le voir évoluer en NBA. Ouais, bah ouais, c'est une saison spéciale hein, que vivent les Clippers, et donc Nico Batum par extension.
on l'a dit, ils ont eu un début de saison vraiment très difficile. On avait des doutes sur la mentalité de cette équipe. Et même à cette période-là, Batum, c'était un des rares irréprochables dans la mentalité notamment. Mais voilà, on sait bien, c'est marrant parce que tu as dit, c'est l'huile dans les rouages. C'est exactement ce que j'ai écrit. Batum, c'est l'huile dans les rouages d'un collectif. C'est un joueur qui sublime un collectif. Il peut pas faire grand-chose dans une équipe qui n'a ni collectif, ni envie, ni rien. Mais là, l'équipe va mieux depuis un moment, notamment suite au choix qu'ils ont fait à la deadline, mais aussi à la montée en puissance de Kawhi. Et il est vraiment dans un rôle de vétéran. Visiblement, il est notamment assez proche de Niederhauser, l'entraîneur Ouais, suisse, là. Et carrément. ouais, il a une très bonne relation avec Tyronn Lue, ça se voit. On voit bien qu'ils échangent souvent. Il y a une vraie confiance entre les deux. Bon, on sait que Batum, c'est probablement son dernier contrat. Il est sur une vraie fin de carrière. Moi, je prends énormément de plaisir à le voir jouer. C'est vraiment un mec qui est incroyablement intelligent, que ce soit sur le parquet ou en interview, où on sent qu'il comprend le jeu. Ses analyses sont intéressantes. J'espère vraiment que s'il est toujours là la saison prochaine, les Clippers vivront une saison plus apaisée, pardon, plus régulière, parce que là, ça a vraiment été les montagnes russes et je trouve qu'il mérite une belle fin de carrière. Ce mec-là, c'est une légende absolue du basket français. Un gars qui aura joué pas loin de 20 saisons en NBA, c'est phénoménal. Et C'est franchement, phénoménal. c'est toujours un plaisir de voir Nicolas Batum sur un parquet. Ouais, complètement. C'est phénoménal. La longévité de ce type est absolument incroyable. Et j'espère, je mets une pièce pour que les Clippers atteignent les playoffs. Euh, J'aimerais bien qu'il ait une petite chance de montrer le bout de son nez encore une fois dans les phases finales NBA. Ça serait cool. J'adorerais ça. Yes. Gershon Yabusele, saison compliquée pour Gershon, avec cette première partie loin des espérances qu'avait suscité sa signature au Knicks, où il n'a jamais véritablement eu l'opportunité de briller dans la rotation de Mike Brown, on en avait parlé. Il a pris la décision difficile d'annuler l'option joueur qu'il avait dans son contrat de 2 ans pour faciliter son transfert aux Bulls. Il a bien expliqué, hein, s'il ne faisait pas ça, il n'y aurait jamais eu de transfert et il serait resté VGT à New York. Euh, il a affirmé qu'il allait faire comme d'habitude, miser sur lui-même et que ça allait bien se passer, logiquement, si tout va bien. C'est ce qu'on te souhaite, Gershon. À Chicago, il a eu plus d'opportunités sans pour autant trop marquer les esprits. Il y a eu quelques bonnes sorties malgré tout, mais il y a moins d'éclat que lors de son passage aux Sixers la saison passée, clairement. Je ne sais pas si son avenir passe par la NBA à 30 ans. Avec une production comme la sienne, je sais pas ce qu'il faut pour que Yabusele rebondisse en NBA, mais probablement une équipe assez particulière qui va être capable de mettre en valeur ses qualités, parce qu'il en a plein des qualités. Ouais, c'est Et, clair. et j'aimerais vraiment, tu vois, assister à un espèce de retournement de situation à la Boris Dio quand il a quitté les Bobcats en 2012 et qu'il a été transféré aux Spurs. Toi et moi, on a un transfert qui est rentré dans les annales, bien évidemment. On a eu l'occasion d'en parler, mais voilà, je sais pas comment tu le sens, Yabusele, pour la suite. Bah déjà effectivement ouais, son début de saison c'était l'enfer, hein. On a vite compris que ça prenait pas avec les Knicks, qu'il était pas au bon endroit pour continuer dans la lignée de sa saison avec Philadelphie et visiblement il souffrait vraiment de la situation, mais c'était un mauvais Ouais, choix, c'était un mauvais choix de sa part comme de la part du front office, hein. Mike Brown en a parlé il y a quelques semaines en expliquant notamment que son profil ne collait pas au jeu des Knicks, qu'il y avait un problème au niveau des postes, les Knicks le voulaient principalement en 4, mais le fit avec leurs intérieurs était pas évident, etc., etc. Bon, gros échec que cette aventure à New York. C'est pas le premier Français d'ailleurs hein, qui échoue là-bas. C'est un peu décevant parce qu'on sentait au moment de la signature qu'il avait vraiment envie que ça fonctionne. C'est une franchise mythique, c'était une équipe ambitieuse. Bon, visiblement, il y avait eu des promesses pardon, sur son temps de jeu, mais qui n'ont pas été tenues. Mais ça arrive en fait, surtout quand il y a un nouveau coach, un coach qui tâtonne un peu pour trouver ses marques, pour trouver ses systèmes, pour trouver ses hommes, ses rotations. Bref, c'est pas exceptionnel ce qui s'est passé. Moi, je trouve quand même qu'à Chicago, il retrouve un peu des couleurs. Alors certes, pas au point d'être dans la lignée de sa saison avec les Sixers, mais moi, je suis persuadé qu'Yabusele, c'est un mec qui a un profil NBA compatible. Je pense qu'il a encore sa place en NBA. Je suis comme toi, j'espère que cet été, en fin de contrat, en plus en n'étant pas trop gourmand financièrement, il l'a prouvé là en sacrifiant sa player option pour aller à Chicago, ce qui franchement est assez c'est assez révélateur de la mentalité de ce mec-là.
Moi, j'espère qu'il va pouvoir trouver une équipe qui lui conviendra. Donc ouais, je suis content qu'il rejoue, parce que franchement, Onyx, c'était Hmm. vraiment l'enfer. Moi, Yabusele, c'est un joueur dont j'aime beaucoup le profil, et vraiment, je suis persuadé qu'il a sa place en NBA, et j'espère que la saison prochaine, des franchises verront l'intérêt d'un profil comme le sien. Tu vois, je pense que dans la rotation, il peut apporter des choses. Et si les Spurs veulent refaire un Boris Dio, comme tu le disais, avec lui, bah, n'hésitez pas, hein. Alors, c'est pas du tout le même profil de joueur, Non. mais je pense qu'il peut avoir une place dans une rotation, dans la rotation d'une équipe ambitieuse en playoff. Boris Dio est un dieu. C'était notre Nikola Jokic, Boris Dio. Ouais, Boris Dio est Et, sans et on équivalent. s'est, et on s'en est pas rendu compte. Mais ouais, non, mais Gershon, en fait, je me demande si c'est dans son intérêt de rester en NBA ou pas. Bah, il a envie, donc c'est dans son intérêt. Ouais, ouais. Pour moi, il y aura. J'espère qu'il va réussir à être désiré par une franchise où ses talents vont vraiment pouvoir s'exprimer, quoi. Parce qu'effectivement, je pense que il a quelque chose à donner dans cette ligue, mais pas dans n'importe quelle situation, quoi. Ouais, non, ça je suis d'accord, effectivement. Il faut qu'il ait vraiment un rôle où le coach, il faut qu'il ait la vision, quoi. Il faut qu'il ait la vision Yabusele dans la rotation, parce que c'est un joueur avec un profil quand même qui reste atypique. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Il a pas un profil passe-partout Yabusele. Non. C'est pas un mec que tu peux mettre dans toutes les configurations possibles et inimaginables. Il faut prévoir le coup, quoi. Donc, parce il est un peu petit pour un poste 4, il est pas assez rapide pour être au poste 3. Bon. Mais on sait qu'il est capable. On sait largement qu'il est capable. Oui, c'est ça, en fait, il peut apporter des bonnes minutes à différents postes. C'est ça. Exactement. On verra bien. Zachary Rizaché, mes espoirs étaient grands hein, pour Zachary. Ah, tu Trop, m'étonnes. peut-être. Je vais pas vous mentir. Premier choix de la draft en 2024, une saison rookie plutôt encourageante. Il semblait qu'avec un peu plus d'expérience, potentiellement, il allait réussir à devenir au moins titulaire indiscutable à Atlanta, mais non. Il est aujourd'hui relégué sur le banc. On a un peu de mal à percevoir aujourd'hui la manière dont il peut s'inscrire dans le projet des Hawks. Alors peut-être en n'étant pas cher, en étant un joueur abordable financièrement sur le moyen et le long terme, je ne sais pas. Euh, c'est CJ McCollum qui a pris sa place dans le 5. Et c'est le 5 qui est devenu immédiatement un des plus efficaces de toute la C'est NBA. ça qui fait le plus mal, en fait. Donc ça fait un peu mal au dos. Jonathan Kuminga est là désormais et possède un profil intéressant dans l'effectif. Peut-être que ça sera un choix pour le front office de bâtir quand ils vont décider de bâtir autour de Jalen Johnson, parce que Jalen Johnson c'est la pépite. Et voilà, est-ce que tu gardes qui tu gardes Kuminga, Rizaché, je sais pas trop. Moi je préfère Rizaché, mais bon. Voilà. On peut reconnaître que Zachary s'en sort pas mal en sortie de banc. Mais je sais pas, ça reste difficile de voir ça sans avoir un pincement au cœur. Le net rating est négatif sur son on-off sur le terrain. On voit qu'il est en manque de confiance, qu'il n'est pas assez tranchant. Un profil qu'on voit trop souvent chez certains joueurs français. Alors, Quinn Snyder a des mots rassurants. Quand tu l'écoutes parler, tu te dis ouais, non, non, mais Zachary a la bonne mentalité. On croit en son développement et on veut compter sur lui. Ok, c'était Quinn Snyder, j'ai envie de te croire quand tu dis ça. Mais bon, c'est dur. C'est dur. Puis il y a ce statut de premier pick de draft Et 2024 oui, qui est là et qui restera là et qui fait mal. et qui fait mal. Et qui fait très très mal. Bah oui, c'est clair que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une saison mitigée, et encore, c'est un euphémisme. La perte de sa place de titulaire, elle est symbolique, hein, en soi, ça change pas. Enfin, tu vois, tu peux avoir un vrai rôle en sortie de banc, mais bon, malheureusement, comme tu l'as dit, on peut difficilement dire que ce soit une mauvaise chose, un mauvais choix pour les Hawks. En fait, moi, j'ai un problème, parce que je trouve que il n'y a pas de lisibilité sur ce que veut faire cette franchise avec lui. À un moment dans la saison, plusieurs insiders faisaient état d'une volonté de la franchise de le trader. Et Mark Stein, je me souviens notamment, l'avait dit. Finalement, ça Ouais, n'a pas été le complètement. cas. Ensuite, on nous a même dit, bah non, en fait, ils refusent de l'inclure dans des packages. Bon, écoute, voilà, sportivement, t'as tout dit. Moi, le souci, c'est aussi que mentalement,
j'espère qu'il est résilient, ce mec-là, parce que quand même, depuis quelques mois, il est vraiment très ciblé par les critiques. C'est un premier choix de draft, c'est une position qui a des avantages, mais qui implique aussi d'être extrêmement exposé. Et ouais, je trouve que c'est frustrant. J'ai l'impression qu'on retrouve pas le joueur qu'il était avant d'être en NBA. Je sais pas à quel point les responsabilités sont partagées entre un coaching staff qui lui donne quand même Hmm. assez peu d'occasions d'exploiter ses qualités et lui qui prend peut-être pas assez d'initiative. Tu vois, il souffre peut-être un peu de cette Ouais, tout à timidité. fait, ouais. La vérité est probablement entre les deux, je pense. Ouais. Voilà, Je c'est sais pas. ça. Et d'autres joueurs français ont souffert un peu de cette situation par le passé. Et c'est vrai que de temps en temps, sur certaines rencontres, quand on le voit bloqué dans un corner à attendre une opportunité de prendre un tir, ça rend fou en fait. C'est Tu clair. vois, ça colle pas avec ses qualités. Ce mec-là, il a une vraie intelligence de jeu, il a un jeu sans ballon qui est intéressant. J'aimerais bien le voir plus actif, avec plus de déplacements, plus de coups vers le panier. Est-ce que ça sera possible dans cette équipe? Moi, j'ai l'impression que non, franchement. Donc ouais, je sais pas. Euh, je continue à penser que la solution pour lui, elle se trouve ailleurs qu'à Atlanta. Et je sais pas quel sera son statut. Moi, je pense qu'il a les qualités pour s'imposer en NBA. Probablement pas comme un All-Star, mais peut-être juste comme un joueur de rotation, ce qui est déjà super. Hein. On sait très bien qu'une moyenne de carrière NBA, c'est très court. Maintenant, c'est vrai que cette étiquette de bust qui commence à lui coller à la peau, c'est un problème parce que en fait, j'ai peur que ça le suive toute sa carrière, en fait. Et ça, pour le coup, ouais, mentalement, ça va être difficile. Ouais, il va être tenu à un standard qui est injuste, tout simplement, qui est Ouais, c'est ça, largement exactement, ouais. injuste. Parce que lui, il a pas choisi, en fait, hein, Non seulement d'être... il n'a pas choisi, puis ce sera pas le premier pick de draft à ne pas avoir, à ne pas répondre aux exigences que certains mettent Oui, derrière ce tout à fait, ouais. pick-là. Je veux dire, quand même un historique non négligeable de joueurs qui ont été sélectionnés avec le premier choix et qui ne sont pas devenus des cracks absolus du sport, quoi. Donc, ça sera c'est ni le premier ni le dernier. Donc, va falloir se calmer à ce niveau-là. Mais effectivement, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, il s'en prend souvent plein la tronche dès qu'il a une soirée un peu en deçà de ce que les gens attendent, et surtout maintenant qu'il est sur le banc. Effectivement, cette image de bust lui colle à la peau. Moi, j'ai envie de le voir continuer à progresser, continuer à bosser, notamment sur son dribble, le handle. Là, il faut absolument qu'il bosse là-dessus. Parce qu'il a plein de qualités, Zachary Zaché. Je pense que ça peut devenir un très bon joueur. Il a toujours des éclats défensifs, je trouve, qui sont quand même très intéressants parce qu'il a une vraie longueur. Son Ouais, et puis shoot, qui comprend ce qui se passe, quoi, sur le parquet. ouais, son shoot, faut qu'il ait plus de constance, mais j'ai l'impression qu'il tient le bon bout. Enfin, je veux dire, la forme est bonne. Il y a plein de choses qui vont dans le bon sens pour moi, mais qui ne se concrétisent pas de façon dans la constance. Oui, Donc c'est voilà. ça, en fait, pardon, j'ai Non, non, l'impression je t'en qu'il y prie. a un paquet de joueurs qui ont moins de qualité et moins d'atouts que lui, qui ont un vrai rôle, quand même, tu vois. Pour moi, son problème, il est mental à Zachary. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et S'il c'est arrive pas le à premier joueur. débloquer quelque chose, ce truc où il essaye tu vois, de tirer un peu la couverture vers lui, quoi, tout en restant dans le collectif, mais d'oser prendre sa place, en fait. Je pense que c'est ce qu'aimerait voir Quinn Snyder, notamment. Mais que Ouais, ça, je pense aussi, ouais. personne peut le faire à sa place. Ça, malheureusement, personne n'ira lui prémâcher le truc, quoi. Et je pense qu'il le sait très bien, tu vois. Mais c'est une vraie question. Ça, c'est un domaine qui m'échappe totalement parce que ça, pour le coup, on n'est pas dans les secrets des coulisses pour savoir exactement comment ça se passe. Donc, c'est très difficile de se prononcer sans faire de la psychologie de comptoir. Mais, Mais tu vois, c'est un peu mais cette sensation j'espère que qu'on ça bosse avait là-dessus. déjà à l'époque avec un mec comme Nilikina, tu vois. Nilikina, de Oui, temps bien en temps, sûr. on avait un peu envie de le secouer et de lui dire, allez, mon gars, bordel, t'en auras pas 40 des chances. Là, tu vois, prends les choses en main, quoi. Genre, va chercher ce que tu estimes mériter. Il avait un vrai talent, Franck Nilikina. Bah, Il avait grave. un vrai Ah, talent. moi, j'y croyais à mort. J'y Ouais, croyais à mort, à ouais, je Nilikina. me souviens, ouais. Et c'est vrai, c'était difficile de voir les images de lui dans le circuit jeune et tout ça, sur les compétitions internationales, et de se dire, ce mec va faire quelque chose, c'est pas possible autrement, et non, quoi. Ouais.
Donc j'espère qu'on verra Zachary trouver son chemin, même si c'est un. Toi, voilà, si demain il devient un titulaire indiscutable en NBA, ça sera une victoire déjà. Bien sûr, bien sûr. Ça sera une victoire déjà. Je pense qu'il ferait bien de suivre, justement, tout à l'heure on parlait de Nicolas Batum. Pour moi, c'est exactement le genre de trajectoire qu'il devrait essayer de suivre, Zachary Zaché, aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. S'il arrive à faire une carrière comme celle-ci, que ce soit en équipe de France ou en NBA, ça serait exceptionnel. Tout à fait. Noah Penda, saison très compliquée à Orlando, enfin pour Orlando, et t'as Noah Penda qui est là-dedans. Ah oui, parce que j'allais te dire comment ça. Ah non, 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 non. Lui, il aura réussi à se faire un nom Ah pendant ouais. cette saison de rookie où il a montré des capacités plus que prometteuses à plusieurs reprises. Quand Jamal Mosley lui a donné du temps de jeu, il s'est retrouvé à défendre sur les meilleurs joueurs de la ligue certains soirs. Il nous a sorti des bonnes sorties, il nous a fait des bonnes sorties offensives avec une adresse extérieure perfectible. Mais on voit le potentiel de Noah Penda dans son profil 3D, 3 points défense à l'avenir. Son physique est très intéressant, il est combatif. Moi, le fait qu'il ait jamais rechigné à défendre sur des superstars NBA, ça m'a beaucoup impressionné pour ses débuts en NBA. Donc je suis assez enthousiaste en fait sur la capacité de ce joueur à se faire une place dans la ligue. Je pense que je sais pas si ça va se passer à Orlando ou pas, parce qu'Orlando ils ont plein de problèmes à régler et il y a il y a un embouteillage de joueurs et je sais pas à quel point ça va se jouer au Magic pour lui. Mais j'ai l'impression qu'il va avoir des opportunités de Noah Penda dans cette ligue, c'est sûr. Ouais, ouais, bah, moi, c'est peut-être celui dont j'ai le plus hâte de voir l'évolution. J'ai vraiment l'impression que ce mec-là, il a le profil et le potentiel pour devenir un vrai ailier free and D, comme tu l'as dit, comme la NBA en raffole. Il a vraiment tout du profil moderne. Je trouve qu'il sait faire beaucoup de choses sur le parquet, notamment parce qu'il a un profil physique qui lui permet une certaine Ouais. polyvalence, mais aussi parce que, comme tu l'as dit, ce mec-là ne rechigne pas à faire le sale boulot, entre guillemets. Très bon mental, Noah Penda. Ben Très, ouais, très bon mental. exactement, et c'est vrai que cette saison, il a eu quelques opportunités de se montrer, notamment parce que évidemment du côté d'Orlando, il y a quand même eu beaucoup de blessures. Il a eu une vraie belle période début janvier avec quelques gros temps de jeu, des 25-30 minutes. Alors évidemment, tout n'a pas été parfait, hein, il a encore beaucoup à apprendre, il doit notamment encore progresser au shoot pour devenir une menace extérieure plus sérieuse. Je pense qu'offensivement, il peut élargir sa palette dans les années qui viennent, mais ouais, il a une vraie intelligence de jeu. On sent que c'est pas du tout un coffre à ballon. Défensivement, il a des atouts de taille, de longueur, de vitesse de déplacement, notamment latéraux, qui pourraient vraiment lui permettre de devenir à terme un défenseur complètement élite et polyvalent. Voilà, moi, sur le papier, c'est un profil que j'aime énormément et j'espère vraiment qu'il va continuer à se développer parce que pour moi, il a un potentiel qui est vraiment très très sérieux, Noah Penda. Ouais, complètement, ouais. Il a vraiment été très impressionnant à différents moments de la saison. Et ça m'a suffi pour croire en son potentiel. Bah ouais, c'est clair. Et c'est un quoi? C'est Très un sincèrement. deuxième, c'est un deuxième tour de draft, Noah Penda, je crois. Ouais, ouais, il me semble bien, ouais. Donc, attends, on va regarder ça tout de Ouais, suite. c'est ça, deuxième tour, ouais. Deuxième choix du deuxième tour. Voilà. Donc, très, très encourageant. 21 ans. Il y a, il y a, Ouais, et il y a puis de la, vraiment un il y a de la profil. marge. C'est en fait, s'il développe les qualités qu'on voit déjà sur lui, il a un profil dont la NBA raffole, quoi. Le truc qu'il faudra pas lâcher pour lui, c'est la progression au tir, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut qu'il soit le plus possible une gâchette derrière la ligne des 3 points, quoi. Ah bah c'est ça, il faut qu'il soit une menace sérieuse à 3 points. Voilà. Si c'est un spot-up shooter extrêmement solide, il peut vraiment intégrer des rotations dans toutes les équipes NBA, quoi. Ouais, exactement, dans toutes les équipes, c'est ça. C'est un profil dont toutes les équipes ont besoin. Complètement. Mohamed Diawara, personne au début de la saison, je pense, pas même Mohamed Diawara lui-même, n'aurait imaginé un tel parcours pour sa saison rookie, 51e choix de la dernière draft. Je me souviens qu'on avait parlé des joueurs qui entraient. Moi, je m'étais dit, ouais, attends, Mohamed Diawara, 51e choix de la draft, second tour, on en parlera dans 3 ans, 4 ans. Il y Apparemment, a, même il y lui a, s'attendait pas du tout à être drafté, hein. il y a pas, il y a pas moyen que ce gars-là, surtout vu l'historique des Français aux Knicks, dont on vient de Oui. parler tout à l'heure avec Gershon, je me suis dit, bon, voilà, c'est pas demain, la veille, que ça va se passer, quoi. Et ben, et voilà.
Voilà ce qu'il fallait. Il fallait un mec avec zéro probabilité que ça se passe pour que ça se passe à New York, qui plus est. Euh, Grosse capacité défensive. Hein, on l'a vu, notamment, il y avait un match là, cette saison, récemment, hein, face aux Celtics, où tu vois qu'il tient la dragée haute à Jalen Brown. C'était hyper impressionnant. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il est sur le terrain. Et c'est parce qu'il a cette capacité à défendre sur des profils comme ça, ce qui est hallucinant, c'est proprement hallucinant. Et puis il a un tir extérieur tout à fait potable. Il est à 40% à 3 points sur la saison. Il est devenu la coqueluche des fans. Il y a eu cette opération là, de communication très drôle avec le maire de la ville, Zoran Mamdani, pour la rupture du jeûne du Ramadan. Donc ça a fait tous les médias à New York et tout ça. C'est trop drôle en fait de le voir. Même l'acteur réalisateur Ben Stiller ne jure que par Mohamed Diawara. Et j'adore. C'est une des histoires les plus fun, les plus attachantes de la saison pour le côté français. Et voilà. Et Mohamed Diawara, c'est au-delà du fait qu'il soit français, c'est l'histoire, c'est une des histoires les plus fortes de cette saison pour moi. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est sûrement une des meilleures surprises de la saison. Moi, je m'attendais pas du tout à le voir se faire une place dans la rotation des Knicks comme il l'a fait. Mais en même temps, quand tu le vois sur le parquet, finalement, il y a une forme d'évidence, hein. Déjà, rien qu'en termes de profil physique, tu sens qu'il colle vraiment aux besoins. Et c'est marrant parce que début décembre, dans le podcast, on a fait un premier bilan de la saison des Français. Et on avait dit qu'il faisait pas encore partie de la rotation de Mike Brown, mais que tous les retours du staff, de ses coéquipiers, etc., étaient excellents et qui mettait en avant le fait que c'était un joueur complet avec un vrai impact défensif, il avait une énorme dose de confiance en lui et tout. Et finalement, depuis ce podcast, les choses ont complètement changé. Il est 100% rentré dans la rotation de Celtics. Et il est toujours aussi apprécié par ses coéquipiers et par Mike Brown, hein. Le nombre de fois où Mike Brown chante ses louanges, c'est assez hallucinant. Et franchement, ouais, à chaque fois que le staff lui a fait confiance et qu'ils lui ont donné des vraies minutes pour s'exprimer, Diawara leur a complètement rendu cette confiance. Là, depuis fin janvier, son temps de jeu a explosé. Il est à plus de 14 minutes de moyenne par match. Et ce temps de jeu, il l'a gagné notamment, tu l'as dit, grâce à sa défense, avec un profil physique qui lui permet une grosse polyvalence. Et le coaching staff n'a pas du tout peur de lui confier des missions face aux meilleurs attaquants adverses. Donc c'est assez remarquable. Tu l'as dit, c'est pas juste un spécialiste défensif, il a la capacité de sanctionner au large. C'est pas un profil que les défenses adverses peuvent se permettre d'ignorer. Et Alors, ils l'ont fait pendant un petit moment, oui, à leurs risques et périls. ouais, c'est ça. Alors certes, il a un volume de tirs extérieurs pris qui est assez faible, hein, mais, mais en tout cas, cette saison, il a déjà montré qu'il était capable de scorer quand il en avait l'opportunité. Donc ouais, c'est un des coups de cœur de la saison pour le moment côté français. Et franchement, ça fait trop plaisir de voir ça. C'est ça, mais en fait, ils se retrouvent souvent à prendre des tirs, c'est la fin de l'horloge des 24 secondes. Et c'est Mohamed Diawara qui est laissé tout seul par la défense, parce que c'est le dernier joueur sur lequel la défense va faire sa rotation, quoi. Et s'il y a un joueur à laisser tout seul, ça va être lui. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. C'est de moins en moins vrai, tout du moins. Et défensivement, il tient tellement la distance. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est que on n'arrête pas de parler de prédisposition mentale et de combativité. Mohamed Diawara, il est sur le parquet. T'as l'impression il a l'impression Ouais, c'est chez tout lui, à fait quoi. avoir sa Oui, place. oui, oui, c'est Il ça se qui est fou. pose pas de questions, il joue son jeu. Je me souviens d'une rencontre aussi face aux Spurs où il était là à demander le ballon, tu sais, ça y est, je suis là, je suis ouvert, je suis là, vas-y, file-moi la balle. Et tu vois, il est totalement il est totalement dans son rôle, quoi. Ouais, et pour le coup, tu vois, c'est marrant parce que vraiment, c'est un truc. Tu vois, j'ai relu un peu ce qu'on avait dit en décembre. Et justement, Ouais, en fait, en décembre, Mike Brown avait parlé de ça. Il avait dit, ce mec-là, il a c'est vrai, tellement confiance en c'est lui, vrai. c'est un truc de fou. Genre, en fait, vraiment, tu le vois à l'entraînement, etc. Le gars, vraiment, n'a aucun doute quant à sa présence en NBA, n'a aucun doute quant à la pertinence de sa présence dans cette équipe, etc., etc. Et effectivement, ça se retrouve complètement sur le parquet. C'est hallucinant cette histoire de Mohamed Diawara. C'est trop bien. Franchement, alors lui, tu vois, c'est un joueur profil équipe de France, mais c'est trop bien d'avoir un mec comme ça. Ouais. C'est trop bien d'avoir un mec comme ça. Il peut défendre sur des postes 4 jusqu'au poste 1, voire des 5 s'ils sont pas trop imposants physiquement.
Bon, après, t'inquiète, on a des mecs pour défendre sur des postes 5. Non, non, mais oui, bien carrément. Non, mais l'équipe de France défensivement, ça peut être une tannée absolue, quoi. Ah, mais c'est clair. Juste toujours ce poste de meneur là qui est un peu bizarre, mais bref. Onyx, il y a également Pacôme Dadier, 20 ans. Il a fait quelques matchs où il s'est distingué avec les oh là là, Westchester Knicks, l'équipe de G-League de New York. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu au Knicks, donc c'est très difficile de juger ses performances. Je ne sais toujours pas quel est le projet pour Pacôme au Knicks, mais voilà. Je... C'est marrant, tu ne notes pas que sa meilleure performance en NBA est survenue il y a quelques semaines contre Denver, ça m'étonne. Non, Non, mais... je ne le dis pas, non. non, mais écoute, ouais, c'est sûr que c'est difficile de se prononcer. Pour le moment, il joue surtout en G-League. Alors en G-League, il a 35 minutes de moyenne sur 15 matchs, 23,5 rebonds, 32% à 3 points. Mais c'est clair que c'est difficile de se projeter. On le voit trop peu jouer. Depuis le All-Star Break, il a participé à 5 matchs, il a dépassé les 5 minutes sur le parquet que 2 fois. Bon, quand il a l'occasion de s'exprimer, c'est dans le garbage time. Et le garbage time, on sait très bien que c'est un contexte compliqué. C'est des moments où tout le monde est en roue libre, le jeu n'est plus structuré. Voilà, c'est compliqué pour lui parce que il joue pas assez pour progresser. Et là, même en termes de minutes jouées, il est en dessous de ce qu'il a fait la saison dernière sur sa saison rookie. Donc ouais, pourtant je me souviens que l'année dernière, les retours à son sujet étaient plutôt bons. Son éthique de travail notamment était beaucoup louée, mais pour le moment, ça suffit pas à lui permettre de lancer réellement sa carrière NBA. Et c'est sûr qu'au Knicks, l'horizon paraît un peu bouché. Donc difficile de se projeter sur la suite pour lui. Ouais, parce que pour l'instant, à part du garbage time ou des trucs c'est impossible de se reposer sur quelque chose de consistant le concernant, quoi. Ouais, c'est ça. Et C'est qu'en fait, oui, tu vois, on sait pas ce que ça vaut, quoi. Très, très dur. même dans un garbage time, en fait, ce qu'on voit n'est pas forcément révélateur de ce que le joueur peut apporter dans un match, Hmm. enfin dans un contexte normal, quoi. Puis c'est pas face à la défense inexistante des Nuggets qu'on va avoir une idée de ce que ça vaut, quoi. Non, c'est sûr. En plus, tu dis oui, t'aurais dû dire mais non, Ah non, non, alors là, t'aurais dû essayer de me rassurer, non, non, merde. là, vous C'est êtes pas un possible, adversaire ça. direct maintenant, c'est terminé, là, y a plus de gentillesse. Ah là 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 là. On termine le podcast, cette première partie sur les joueurs français avec Nolan Traoré, 19e choix de la draft. On a parlé de lui assez récemment. Il termine cette saison avec du temps de jeu pour le coup. Il a été titulaire à 28 reprises pour le moment. On a eu des flashs de son jeu en pénétration, sa vision de jeu, capacité à faire bouger les défenses, à ressortir les ballons. Il est très, très peu efficace par contre Ah ouais. offensivement. Il sait pas mettre le ballon dans le panier, pardon. Mais voilà, pourquoi pas. Moi, je vois je vois des bribes du jeu, d'un jeu à la Darius Garland, ce, ce qui serait la concrétisation extraordinaire du jeu de Nolan Traoré. Il y a énormément de boulot, il y a énormément de progrès à faire. Ça me rassure de voir Jordi Fernandez s'exprimer à son sujet. Voilà, j'ai l'impression qu'il a vraiment, pour le coup, lui, il a la vision pour Nolan Traoré. Donc je ne sais pas à quel point ça va rester le cas, mais je suis content qu'il ait eu plus de minutes de jeu. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner exactement sur le long terme, je ne sais pas trop. Bah, déjà, ouais, moi je trouve que sa saison c'est un modèle pour les jeunes qui arrivent en NBA et qui peinent à s'adapter au rythme et au niveau de Ouais. jeu. Franchement, tu vois, il est passé par la G-League pour s'adapter à tout ça. Il a été patient quand le coaching staff des Nets lui donnait pas grand-chose et il a eu 1000 fois raison. Il a d'abord fait des très belles perfs en G-League, suffisamment pour donner envie à Jordi Fernandez de lui redonner sa chance. D'abord en sortie de banc, puis à partir de la fin janvier dans la peau d'un titulaire. Et depuis, il a jamais quitté le 5 de départ. Et il a fait quelques belles perfs, notamment sur le mois de février. Donc, Mmh. je trouve il a un profil qui peut être intéressant. Surtout maintenant qu'il s'est fait au rythme NBA, il arrive mieux à exploiter ses qualités de vitesse. Il a notamment progressé dans sa lecture du jeu, ce qui lui permet d'être plus attentif à ce qui se passe autour de lui, notamment quand il drive, par exemple. Donc ça lui permet de faire des meilleurs choix. Évidemment, il a beaucoup de progrès à faire dans son utilisation du ballon pour limiter les turnovers, dans le shoot aussi pour devenir une menace offensive plus complète. Il
tu l'as dit, il est pas très efficace, mais en même temps, il est très jeune, Nolan Traoré, c'est un des plus jeunes joueurs de la Ligue cette saison. Donc on sait très bien que son développement, c'est un processus qui va prendre du temps. En tout cas, moi j'ai un peu la sensation qu'il est au bon endroit pour ça, pour progresser. Ouais. D'abord parce que, comme tu l'as dit, son coach visiblement lui fait confiance, visiblement croit en lui, et ça c'est probablement le plus important quand tu es un jeune joueur. Donc ouais, j'espère que ça va. J'espère que l'année prochaine, en tout cas, il continuera à avoir un gros temps de jeu, parce que c'est le seul chemin pour progresser, c'est de jouer. Oui, et de faire des erreurs. Bien sûr. De faire les erreurs, surtout au Ah bah poste ça, de vu son meneur. jeu, il va en faire un paquet d'erreurs, hein. Ouais. Poste de meneur qui est un des postes les plus exigeants de toute la ligue. Donc effectivement, j'espère pour lui que ça va aller en s'améliorant. De toute façon, après, il n'y aura que le boulot, hein. C'est soit Nolan Traoré arrive à gagner en efficacité offensive, parce que défensivement, il sera toujours limité d'une certaine façon. Après, tu vois qu'il comprend plein de choses en défense et qu'il joue. Il est pas totalement. C'est pas un cas désespéré quoi en défense. Tu sens qu'il essaye de se battre avec les armes qui sont les siennes quoi. Ouais. Et il s'inscrit plutôt bien dans les schémas défensifs collectifs mis en place par Fernandez. Donc là-dessus, j'ai pas tant que ça d'inquiétude. Ce qui m'inquiète le plus pour l'instant, c'est effectivement son efficacité offensive. Ni dans le jeu en pénétration, ni dans son adresse extérieure pour l'instant, c'est crédible à l'heure qu'il est. Donc ça, c'est compliqué. S'il arrive à progresser là-dessus, s'il arrive à augmenter petit à petit ses pourcentages de réussite et à vraiment devenir un joueur sur lequel, qui est capable d'apporter du scoring de manière efficace, je dis pas de tourner à 27 points par match. Tu peux tourner à 13 points, 15 points par match, un truc comme ça, si tu es titulaire. Mais si tu le fais de façon efficace et que tu sais où sont tes points, que tu sais te trouver tes spots, c'est déjà beaucoup, quoi. Après, il va falloir être patient. Clairement, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Donc, comme tu dis, je suis absolument d'accord avec ce que tu es en train de dire, Charlie. Je pense qu'il est au bon endroit. Et tant que les Nets accepteront de l'aider dans son évolution, à l'accompagner et à accepter ses erreurs et le laisser se péter les dents sur les défenses adverses en attendant de trouver la solution, je pense que l'indicateur le plus important le concernant, comme d'autres joueurs dont on a pu parler, c'est la courbe de progression, qui n'est jamais linéaire. Tu peux avoir des hauts et des bas. Des fois, tu as des passages resplendissants, et puis tout d'un coup, tu vas avoir des traversées du désert au cours de ta carrière. Mais tant que ça va dans le bon sens et que voilà, il n'y a pas de problème d'attitude et de travail et de discipline, je pense que ça peut bien se passer pour lui. Ouais. Ouais, je suis complètement d'accord. Et C'est ça a ça. l'air d'être un bon gars. Ouais, et puis vraiment, tant que ton coaching staff croit en toi et que Ouais, tu es dans un environnement où tu as le temps de progresser sans qu'on te mette trop la pression, parce que c'est aussi un peu ça le problème d'un mec comme Rizaché, tu vois. Rizaché, il est quand même dans une franchise qui commence un peu à regarder vers le haut, et ils vont pas lui donner 3 ans c'est ça. pour trouver sa place. Nolan Traoré, pour le moment, il est quand même dans un environnement où il y aura plus de patience, et il est très jeune, et visiblement, il croit en lui, et c'est le plus important aujourd'hui. Mm. Après, comme toujours en NBA, le temps reste compté. Bien sûr. Il faut que quand même tu t'arrives à démontrer des choses. Et c'est très intéressant parce que dans le numéro qui paraîtra vendredi matin, on va vous parler de Killian Hayes qui a fait son retour aux Kings. Et ce sera assez intéressant d'évoquer son cas justement. Parce que lui, c'est un vrai... ouais, il condense plein de choses de ce qu'on vient de dire par rapport aux joueurs français dans cet épisode. Donc, ce sera très intéressant. Merci Charlie de m'avoir accompagné. Avec plaisir, surtout pour parler des Français. Ouais. Et puis, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi matin pour un nouvel épisode, la deuxième partie sur la saison des Français. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À ciao, bye bye.